Bonjour à chacun. Dans une série de 3 vidéos, j'aimerais aborder un thème un petit peu délicat, un petit peu difficile. C'est la diffraction et une introduction à l'optique de Fourier. Parce que donc, dans le nouveau programme des classes prépa, en particulier dans la filière PC, donc on réinterprète la diffraction à l'aide de la notion de fréquence spatiale, de filtrage spatial. Alors c'est très intéressant. Et ce n'est pas forcément évident à expliquer de façon simple sans faire de gros calculs. Donc je vais vraiment essayer de faire les choses le plus simplement possible. C'est pour ça que je vais utiliser beaucoup d'analogies entre ce qu'on voit en électricité et l'analyse de Fourier en électricité, l'utilisation des séries de Fourier, des transformés de Fourier en électricité sur les signaux temporels pour faire le lien avec ce qui se passe dans le domaine spatial au niveau de la diffraction. Donc je vais faire une série, je pense, de 3 vidéos. Une première vidéo où on va s'intéresser à ce qui se passe lorsqu'on fait diffracter la lumière par des motifs périodiques. Donc là, on va utiliser la notion de série de Fourier. Dans une deuxième vidéo, on va voir ce qui se passe quand on fait diffracter la lumière par des motifs qui sont non périodiques. Donc là, on va voir que comme pour les signaux temporels, il faut passer au transformé de Fourier. Et puis dans une dernière vidéo, on va voir la notion de filtrage spatial. Donc là, c'est vraiment passionnant, c'est-à-dire très simplement, on va voir comment on peut, à partir d'une image, filtrer les basses fréquences, les hautes fréquences ou faire un filtre passe-band. Donc on va parler de l'expérience d'Abe. Mais pour ça, il faut bien avoir d'abord assis les bases avec la notion de fréquence spatiale et le lien avec la diffraction. Donc je vais tout reprendre à zéro. Et puis voilà, j'espère que le message va réussir à passer. Alors, premier rappel. D'abord, qu'est-ce que c'est que la diffraction? Très simple. Donc ça, tu l'as dû le voir dans ton cours de terminale et de première année de classe prépa ou à l'université. Donc on envoie une onde plane sur une pupille diffractante. Donc là, j'ai dessiné un écran avec un trou de rayon R. Et donc la diffraction, c'est le fait que les rayons lumineux ne vont pas nécessairement tous continuer en ligne droite, mais qu'un certain nombre d'entre eux vont être déviés et un angle typique de diffraction, en fait ça va être le pied de la tâche de diffraction, va être caractérisé par un angle θ, et donc l'ordre de grandeur, c'est la longueur d'onde divisée par le rayon. On aurait pu prendre le diamètre de la pupille diffractante. Et donc on voit que les limites de l'optique géométrique, évidemment, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut considérer que cet angle θ est nul, c'est quand les longueurs caractéristiques du problème, donc ici c'est le rayon, sont très grands devant la longueur d'onde. À ce moment-là, on peut considérer que l'angle θ est négligeable et que tous les rayons se propagent en ligne droite. Voilà pourquoi la diffraction, on la voit quand on fait passer la lumière à travers de petits trous, de petits obstacles. Et donc c'est dans ce contexte-là que la diffraction, bien sûr, se manifeste. Donc ça, c'était le rappel. Qu'est-ce que la diffraction? Un autre rappel, c'est que bien sûr, ce phénomène de diffraction, tu en as déjà parlé dans ton cours sur les interférences lumineuses, parce que finalement, on sépare diffraction-interférence, mais s'il n'y avait pas de diffraction par les trous d'ion, il n'y aurait pas d'interférence. Donc les deux phénomènes sont intimement liés, c'est plus pour des soucis d'explication qu'on sépare les deux phénomènes. Et tu as vu aussi donc le phénomène de diffraction à propos des réseaux. Donc là, c'est un réseau plan par transmission, donc un ensemble de lignes de fentes très fines, donc typiquement pour un réseau qu'on manipule en travaux pratiques, 500 traits par millimètre, ou même moins. Et donc on a ce qu'on appelle le pas du réseau, donc la distance entre deux motifs consécutifs, et on envoie une onde plane sur ce réseau. Alors cette onde plane, ça peut être un laser, ça peut être la lumière issue d'un collimateur. On a mis une fente source au plan focal d'une lentille convergente que je n'ai pas représentée ici sur le goniomètre, donc un collimateur. On envoie cette lumière sur le réseau et bien sûr, on sait que la lumière va être diffractée par le réseau, elle aussi, donc les rayons ne vont pas continuer en ligne droite, mais ils vont être déviés d'un angle θ et donc ils peuvent converger au plan focal d'une lentille convergente. Et donc, puisque ce point-là sera donc un foyer image secondaire, les rayons qui vont y parvenir donc, sont ceux qui forment un angle θ. Donc on prend le rayon parallèle qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié et qui donc nous donne le point de focalisation de ces rayons. Mais on sait bien sûr qu'il n'existera pas
des tâches de diffraction pour toutes les valeurs de θ. Donc ici, j'ai représenté l'axe des x qui est vertical. La diffraction a lieu dans une direction perpendiculaire à la grande dimension des fentes. Et donc, on sait qu'il va exister, donc pour une onde monochromatique, un certain nombre de tâches particulières. On le voit bien avec un laser. Donc, et ça, c'est donné par la relation fondamentale des réseaux. Alors, cette relation fondamentale des réseaux, tu la connais bien. Elle est liée au fait que deux rayons lumineux produits par deux motifs consécutifs vont interférer constructivement. Donc, on la démontre en disant que cette différence de marche entre les rayons issus de deux motifs consécutifs est un multiple de 2π, ou la différence de marche multiple de la longueur d'onde, et on aboutit donc à cette relation sinus θp égale sinus θ de l'angle incident, donc je l'ai barré parce qu'on est en incidence normale, plus P lambda sur A avec P entier relatif, et donc c'est ce qui donne ces différentes tâches. Donc P égale 0, c'est la direction de l'optique géométrique, donc les rayons continuent en ligne droite, ils convergent au foyer principal de la lentille, et puis ensuite, donc, tu as l'ordre 1, 2, moins 1, moins 2, etc. Donc une figure symétrique quand on est en incidence normale, toujours centrée sur la direction, l'image de l'optique géométrique. Donc tout ça, normalement, ce sont des rappels et ce sont des prérequis parce que tu vas voir que ça va jouer un rôle important pour bien comprendre ce qu'on va faire, et tu vas voir qu'on va réinterpréter en fait ce motif de diffraction du réseau en termes de ce qu'on appelle les fréquences spatiales, parce qu'en fait, en faisant ça, eh bien, j'anticipe déjà un petit peu sur la suite, mais je vais tout expliquer. Tu fais le spectre de ce qu'on appelle le taux de transmission du réseau. Et donc ici, en fait, ça, c'est un peu comme si tu faisais la série de Fourier. Et bon, je vais t'expliquer tout ça tout de suite. Alors, j'ai parlé de ce qu'est un taux de transmission. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un taux de transmission d'une pupille diffractante, d'une pupille plane? Donc, ici, on envoie l'onde électromagnétique plane sur le réseau, et on voit bien que ce réseau va laisser passer la lumière quand celle-ci est au niveau d'une fente, mais qu'elle va être bloquée par les parties opaques de ce réseau. Et donc, eh bien, on voit que si j'appelle E0+, l'amplitude du champ électrique juste après, donc j'ai appelé Z, l'axe ici de la direction incidente, donc Z égale 0, c'est le plan du réseau. Donc si j'appelle E0+, l'amplitude du champ électrique juste après le réseau, et E0-, donc juste avant, eh bien T de X, ça va être le coefficient multiplicateur, donc par lequel on multiplie le champ incident pour avoir le champ transmis. Alors très simplement, donc si jamais tu as un réseau de ce type, eh bien T de X vaut 1 sur les parties où on a un trou, et puis T de X vaut 0 sur les parties où l'onde est bloquée par des parties opaques. Donc ici, c'est des 0 et des 1, très simplement. Donc c'est la définition du taux de transmission. Alors, on peut réaliser des taux de transmission différents de 0 ou 1. C'est-à-dire d'un trou ou d'une partie opaque. On peut réaliser par exemple ce qu'on appelle un taux de transmission sinusoïdal. Donc T de X égale T0 facteur de 1 plus cos 2πx sur A. Ça, bien sûr, ça te fait penser à la formule de Fresnel et donc à l'intensité donnée par la formule des interférences à deux ondes. L'éclairement, c'est 2E0 facteur de 1 plus cos phi. Et phi, c'est 2π sur lambda fois delta, 2πx sur l'interfrange, donc qui est la périodicité spatiale de cet éclairement. Et effectivement, pour réaliser un tel taux de transmission, on peut prendre la figure holographique, imprimer sur une pellicule la figure des interférences, par exemple de deux lasers en ondes planes que l'on envoie, et donc on obtiendra une figure de ce type. Et c'est une telle pupille maintenant que l'on va mettre comme pupille diffractante devant le laser. Alors, avant de t'expliquer tout ce que j'ai écrit ici, on va, pour bien te définir ce qu'est la notion de fréquence spatiale, je voudrais faire une analogie avec l'électricité.
En électricité, pour te ramener à des choses que tu connais bien, j'ai pris une tension U de T, composée donc d'une composante continue qui est sa valeur moyenne, donc à U0 ici, c'est la valeur sur laquelle est centrée cette sinusoïde, plus U1 cosinus oméga 0T, donc U1 c'est l'amplitude ici de ces oscillations autour de la valeur moyenne. Et j'ai réécrit cette tension en notation complexe en décomposant le cosinus en exponentielle complexe. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais avant de parler de ça, restons en notation réelle. U0 plus U1 cosinus oméga 0T. Tu sais qu'avec ton oscilloscope, tu peux prendre une telle tension et faire ce qu'on appelle sa transformée de Fourier rapide. C'est-à-dire, en gros, en fait, on cherche le spectre en série de Fourier. Alors, ce sont les séries de Fourier ici qui sont utilisées puisque le signal est périodique. Alors, évidemment, ce truc-là ne va pas se poser de grandes questions. Il est tout décomposé en série de Fourier. On n'a aucun travail à faire. On a une composante continue et un fondamental et on n'a pas d'harmonique derrière. Donc, quel est son spectre? Si tu fais ça à l'oscilloscope, la composante continue à la fréquence nulle et ici, donc, le fondamental avec un pic qui a comme hauteur, donc U1. Et donc ce fondamental, bien sûr, il est relié à la période temporelle du signal. Très très simple ce que je raconte. Donc cette période, c'est T. Et j'ai mis donc une échelle en fréquence. Alors, j'ai écrit ce truc-là en notation complexe parce que de façon générale, on peut aussi travailler avec des coefficients de Fourier, non pas dans les réels, mais dans les complexes. Et du coup, ça fait intervenir des fréquences négatives ou des pulsations négatives. Alors tout ça n'est qu'un artifice de calcul, tu le vois bien, puisqu'on est parti d'une fonction réelle et on l'a décomposée. Et donc plutôt que de représenter en fréquence uniquement le fondamental et le premier harmonique, on met le symétrique en travaillant sur les exponentielles ici. Donc on a moins oméga 0, plus oméga 0, donc plus F0, moins F0. Donc deux pics de même amplitude. Et tu vas voir pourquoi on fait ça. Eh bien en fait, c'est parce que tu vas voir qu'en fait ces pics-là, c'est un peu l'équivalent de ces pics en complexe avec des fréquences négatives. Donc on le comprend mieux l'analogie si on passe en complexe. Donc tout ça, c'est des rappels très simples sur l'électricité. Tu te demandes peut-être où je veux en venir, mais tu vas voir l'analogie. Donc l'analogie, elle est très simple. C'est que ce taux de transmission, maintenant, si je reviens à ma diffraction, il est de période spatiale petit a. En fait, c'est l'interfrange de la figure de diffraction qu'on a utilisée pour faire cette pupille diffractante. Et donc, on peut définir aussi ce qu'on appelle la fréquence spatiale, qu'on va noter grand U, de la même manière qu'on définissait la fréquence temporelle. On a un motif qui est périodique, seulement, maintenant, c'est l'espace qui va jouer le rôle du temps dans l'exemple que je t'ai donné, par exemple en électricité. Et donc, à la fréquence temporelle, on va associer la fréquence spatiale. La fréquence temporelle, c'est l'inverse de la période spatiale. Donc, la fréquence temporelle, c'est l'inverse de la période temporelle. Et donc, la fréquence spatiale, c'est l'inverse de la période spatiale. Et on va la noter grand U. Et de la même manière, je peux transformer ce cosinus en exponentielle complexe. Et de la même manière, je vais me retrouver avec trois fréquences spatiales en prolongeant artificiellement, mathématiquement, les fréquences spatiales pour les négatifs. Donc je vais avoir U0, donc qui correspond au 1 qui est là, de la même manière qu'on avait U0 ici. T0, d'ailleurs ce serait plutôt T0. Ici, et puis donc on a deux pics symétriques pour deux fréquences spatiales, donc qui sont l'inverse de la période spatiale, donc plus 1 sur A et moins 1 sur A. C'est ce qui apparaît dans l'analogie avec ici ce qui est écrit, parce que tu sais aussi que oméga 0, bien sûr, c'est 2pi sur T. Et qu'est-ce qu'on observe expérimentalement quand on fait la diffraction par une telle pupille? Eh bien, au lieu d'observer tous les ordres du réseau, eh bien, on observe que, en fait, dans le plan focal de la lentille, donc c'est de la diffraction à l'infini, donc pour les rayons qui sont diffractés dans la direction θ1, ils vont converger, donc ici, et
on observe en fait que x1 correspond à f' lambda sur a, c'est-à-dire que θ1 en fait c'est lambda sur a. 1 sur a, c'est la fréquence ici spatiale du fondamental, donc ça fait θ est égal à lambda fois la fréquence spatiale. Et donc, x, on multiplie évidemment par la distance focale de la lentille en assimilant ici le θ à sa tangente. Et on a un point symétrique de l'autre côté. Donc, on voit que quand on fait cette expérience-là, dans le plan focal de la lentille, nous récupérons les fréquences spatiales qui correspondent en fait au spectre spatial de la pupille diffractante. Donc cela signifie qu'en fait faire cette expérience, c'est un petit peu exactement la même chose que quand tu es en électricité, tu prends ton GBF et puis tu fais la transformée de Fourier et donc tu obtiens la composante continue et le fondamental. Et donc, je t'ai dit qu'en fait là, bon, on est passé dans les complexes pour que l'analogie soit complète avec l'optique, mais c'est exactement ça. Et tu obtiens donc le spectre de ce motif-là, qui est sinusoïdal. Et donc ce spectre, il n'est pas très riche. Tu as une composante continue qui correspond à la direction de l'optique géométrique et ces deux pics, voilà, qui physiquement représentent un petit peu la même chose. Donc la présence de cette périodicité. Alors tout de suite, j'avais commencé donc à te parler des réseaux de diffraction. Là, tu as un spectre qui est relativement pauvre parce que tu as une fonction sinusoïdale. Et bien, de la même manière qu'en électricité maintenant, on peut passer à des signaux périodiques qui ne sont pas sinusoïdaux. On va voir que c'est exactement le cas du réseau. Donc, on va un petit peu compliquer la situation pour réinterpréter ce qui se passe avec le réseau en termes de fréquence spatiale. Alors, nous poursuivons notre analogie entre ce qui se passe quand on prend les séries de Fourier d'un signal périodique plus complexe qu'une sinusoïde et le réseau pour interpréter la figure de diffraction du réseau en termes de fréquence spatiale et de spectre. Alors on va y aller doucement. Donc tout à l'heure, on a dit qu'on était parti d'une tension sinusoïdale dont le spectre était très pauvre. Il y avait la composante continue et le fondamental, et c'était tout. Alors tu sais bien que quand tu prends un signal qui est périodique mais qui n'est pas purement sinusoïdal, son spectre va être beaucoup plus riche. Donc ici j'ai représenté en fait un peu des pulses, des impulsions périodiques avec une période t, donc l'inverse de la fréquence du fondamental de ce signal. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut réaliser très facilement en travaux pratiques avec un oscilloscope en réglant ce qu'on appelle le rapport cyclique. Et tu sais aussi que tu peux prendre donc le spectre de ce signal en fréquence. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce spectre? Eh bien, pour l'instant, ne tenons pas compte des fréquences négatives. Donc, si tu fais la transformée de Fourier de ce signal, tu vas obtenir quelque chose comme ça. Donc, ce signal, il a bien une composante continue puisqu'on voit que son intégrale n'est pas nulle. Je te rappelle que la composante continue, c'est la valeur moyenne 1 sur la période intégrale de 0 à t de u de t dt. Il y a le fondamental, alors je l'ai noté F1, et puis, donc qui est bien sûr à la fréquence du signal en créneau de départ, et puis on peut imaginer qu'il y a des harmoniques, je ne fais aucun calcul ici, je fais que du qualitatif, alors peut-être qu'il n'y a que les harmoniques impairs, ou peut-être que tous les pairs et les impairs sont là, peu importe, on va les mettre par défaut, donc tous les multiples entiers du fondamental, donc ce spectre est très riche. Et évidemment, je t'ai expliqué que quand on travaille avec les coefficients de Fourier, on peut les écrire en notation réelle, la tension U de t est réelle, mais par un artifice de calcul, comme on a vu tout à l'heure, on peut faire apparaître des fréquences négatives avec des coefficients complexes. Et je vais supposer qu'on a fait ça ici. Donc, on aurait un spectre ici symétrique de l'autre côté avec artificiellement donc des fréquences négatives qui seraient apparues dans nos coefficients complexes. Et donc là, on a le spectre de ce signal périodique. C'est un spectre discret. Ce sont les séries de Fourier qui sont l'outil approprié puisque le signal de départ est périodique. Dans la prochaine vidéo, on verra ce qui se passe quand le signal de départ n'est pas périodique. Il faudra les transformer de Fourier, mais là, ce sont les séries de Fourier. Donc cette expérience, on peut la réaliser très simplement en travaux pratiques. Alors, maintenant, on fait l'analogie avec l'optique et le filtrage linéaire. Donc on a
Le taux de transmission, qui est une fonction de x, c'est en fait notre réseau à fente. Donc tout à l'heure, on a dit que le taux de transmission pour un réseau aussi simple, c'est 1 quand on laisse passer la lumière et c'est 0 quand on ne la laisse pas passer. Et on a le pas du réseau. Je te rappelle, c'est l'inverse du nombre de traits par unité de longueur. Hein, petit a. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, de la même manière qu'on a, décomposé en série de Fourier dans le temps cette fonction u de t, on peut imaginer, par le même calcul mathématique que je ne ferai pas, que ici c'est x la variable et qu'on décompose, mais cette fois-ci à partir de la fréquence spatiale du fondamental, hein, qui joue exactement le même rôle que f1 est égal à 1 sur la période ici dans le temps. Donc là, u1 c'est 1 sur a, et on décompose ce spectre ici. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait la figure de diffraction? Tout à l'heure, on a vu qu'on récupérait des pics qui représentaient le spectre du taux de transmission du réseau sinusoïdal. C'est exactement ce qui se passe ici parce qu'on peut réinterpréter la relation fondamentale des réseaux, alors toujours dans l'approximation de Gauss avec de petits angles, exactement de la même manière. Regarde ce qui se passe. Eh bien, on s'aperçoit que θp, c'est P fois lambda sur A. Et donc, c'est en fait lambda UP, donc c'est P fois, exactement comme ici, P fois la fréquence spatiale fondamentale, c'est P sur A, P fois 1 sur A. Et donc, on voit que la position de ces pics dans le plan focal de la lentille, qu'on appelle aussi parfois le plan de Fourier, justement à cause de ça, eh bien, c'est justement ce spectre. Alors, l'analogie est plus complète, donc avec la notation complexe, puisqu'on a des pics symétriques, donc la composante continue, le fondamental et les harmoniques, et plus on s'éloigne ici, plus on a les hautes fréquences. Là, on a les basses fréquences spatiales, et là, on aura les hautes fréquences spatiales. Donc ça, c'est aussi important de le repérer, parce que dans la troisième vidéo, on va faire du filtrage spatial, passe-bande, passe-haut, passe-bas. On va voir l'influence du traitement sur les images de ce filtrage. Donc en gros, voilà ce que tu dois retenir. Si tu as un motif périodique avec un taux de transmission périodique, en faisant l'image de diffraction par une onde plane dans le plan de Fourier, dans le plan focal image d'une lentille, tu récupères le spectre, et ce spectre est discret, hein, c'est-à-dire qu'il y a des pics à des endroits bien précis, et pour t'en souvenir, le plus simple, c'est que tu pars de la formule, la relation fondamentale des réseaux que tu connais depuis la première année. Elle va te redonner la position de chacun de ces pics et elle va te permettre, voilà, cette petite réinterprétation. C'est une réinterprétation en termes de fréquence spatiale. On se retrouve dans la deuxième vidéo pour parler des motifs non périodiques.